Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à Marion Colas-Blaise, qui, comme vous le savez, professeure émérite de linguistique et sémiotique à l'Université de Luxembourg. Marion a travaillé beaucoup en sémiotique, linguistique, en particulier sur l'énonciation. Elle a publié, co-dirigé plusieurs ouvrages, dont je donnerai quelques titres. DDI pour l'épreuve des discours pratiques, répétition et reproduction dans les médias, dire, montrer au cœur du sens, mais surtout, je crois, son plus récent ouvrage, très important ouvrage sur l'énonciation intitulé L'énonciation, évolution, passage, ouverture, qui a été un livre important qui a lu à plusieurs débats sur la question de l'énonciation. Et comme Maria Giulia l'a déjà dit tout à l'heure aussi pour Pierluigi, donc Marion est aussi co-dirige la revue Signata et le membre du comité éditorial de la collection Sigilla de presse universitaire de Liège. Le titre de son intervention d'aujourd'hui, c'est le stéréotype, le machinal et le mécanique. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir la parole. Merci beaucoup, Juan. Merci, Maria Giulia, de cette invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans ce lieu prestigieux. Et justement, je commence à cerner le phénomène de la stéréotypie davantage après tant d'exposés stimulants qui ont déjà été consacrés dans le cadre de ce séminaire. Je pense évidemment à l'excellente présentation de Pierluigi, avec laquelle il y aura des convergences, me semble-t-il. Pour ma part, j'aborderai le phénomène de la stéréotypie sous l'angle de comportements verbaux et non-verbaux, machinaux et mécaniques, en essayant de vérifier l'hypothèse que ceux-ci entrent dans la définition de la stéréotypisation en production et en réception, qui peut se manifester par le stéréotype lexical, par exemple le proverbe. Le stéréotype verbal est alors fabriqué, reçu par l'humain, quand il transite de bouche en bouche, ou dans le cas des Large Language Models, dont ChatGPT-4, par les processus algorithmiques. Si les stéréotypes computationnels sont souvent attachés au contenu de la base de données repris et peut-être déformés, on assiste également à une production de stéréotypes inédits, je parle de production effectivement, au sens technique du terme, par déviation par rapport à une base prototypique, si j'ai bien compris l'argument de Jacques Fontany ici même. À terme, le processus de la stéréotypisation computationnelle, qui donne lieu à l'entremêlement du machinal et du mécanique, devrait permettre d'éclairer davantage les modalités de la participation de l'humain au processus algorithmique dans le cas des IA génératives. Il s'agira de voir en effet en quoi il constitue un révélateur de fonctionnement collaboratif fondamental. Entre autres, les comportements machinaux et mécaniques sont éclairés à la lumière d'une typologie des automatismes, la définition de l'automate-automatisme dépassant la distinction de départ. Pour finir, je jetterai les bases d'un dispositif humain-machine hybride intégratif, renvoyant notamment à Massimo Leone 2024 pour la notion d'hybridité, à Claudio Paolucci 2025 pour celle de Native Born Cyber. J'articulerai celle-ci avec la notion linguistique d'hétérogénéité constitutive selon Jacqueline Autier-Revue 1984. Les enjeux sont réels. La distinction entre le machinal, caractéristique selon moi de certains comportements humains, et le mécanique, qui serait donc le propre de la machine, n'allant pas de soi. En effet, si l'idée d'un soubassement machinal et mécanique du comportement stéréotypé est étayée par les discours lexicologiques francophones, l'anglais contemporain a tendance à remplacer machinal par mechanical, ce dernier adjectif chapeautant les deux acceptions retenues en français. On notera aussi qu'en français, cette distinction est postérieure au XVIIIe siècle français, qui l'annonce cependant par les tensions entre le matérialisme et mécanisme strict d'un côté et un vitalisme naissant portant l'attention sur l'organisme vivant de l'autre. J'essaierai de montrer que la distinction communément admise aujourd'hui dans l'espace francophone éclaire d'un jour nouveau les rôles adoptés pendant la stéréotypisation computationnelle par l'humain et par d'autres agents non humains impliqués dans un réseau de distribution. En guise de préliminaire, je propose de circonscrire une aire notionnelle en français afin de dégager la proximité entre le stéréotype qui, telle est mon hypothèse, est pourvu
d'un soubassement machinal et machinique auquel il ne se réduit pas, et l'automaticité. Voici donc un rapport rapide survol lexicologique. On peut lire dans le trésor de la langue française, stéréotypes, gestes, mouvements, paroles répétées de façon mécanique, sans participation de la volonté, inadaptées à la situation. Le geste ou l'attitude mécanique sont caractérisés par l'absence de volonté ou son extériorisation. Dans le TLF, toujours, l'absence de volonté propre entre également dans la définition de machinal, qui agit automatiquement comme une machine, dont la vie semble réglée par l'habitude, sans que la volonté intervienne, inconsciemment, mécaniquement. On constate que la notion de stéréotype fait également système avec celle d'automate, que le TLF définit en ces termes, personne qui agit mécaniquement, soit d'une manière inconsciente, soit sous l'impulsion d'une volonté extérieure. Il s'agira de montrer que mécanique et machinal sont aujourd'hui des parasynonymes. Les emplois dans l'ère francophone contemporaine étaient en fonction des contextes humains et artificiels. Je forme une hypothèse à deux branches. Premièrement, le comportement gestuel ou verbal stéréotypé humain garde les traces de la composante machinale sans s'y résumer. Et deuxièmement, le stéréotype computationnel se construit sur une prévalence du mécanique associée à une dose de machinal. Enfin, l'adjectif automatique peut qualifier le comportement tant humain que machinique, l'humain n'étant pas un automate au sens où l'entendrait Lamétrie quand il parle de l'homme-machine au XVIIIe siècle, mais pouvant être comparé à un automate. Je renvoie par exemple au canard digérateur de Vaucanson au XVIIIe siècle, et à droite, vous avez une image de cloaca de l'artiste belge Wim Delvoye, qui est un digne successeur en ce qu'il cherche à reproduire justement la digestion humaine. Il a même demandé à des chefs étoilés de nourrir la bête, entre guillemets. Ma réflexion se déclinera en trois temps. D'abord, je m'attarderai sur la facette machinale du stéréotype. Ensuite, je m'interrogerai sur le processus de la stéréotypisation computationnelle. Finalement, je proposerai un dispositif humain-machine hybride où l'humain est constitutivement hétérogène. Cela qu'il soit un acteur ou agent impliqué dans les processus algorithmiques ou qu'il émerge comme sujet d'énonciation, donnant l'illusion d'une unité retrouvée. J'essaierai de montrer que c'est largement en raison de son exposition à des stéréotypes computationnels qu'il oscillera entre différents rôles, différentes positions énonciatives, son profil énonciatif variant selon les types d'interaction avec la machine. Le premier défi consiste à étayer théoriquement l'idée du soubassement machinal du comportement stéréotypé verbal ou visuel. Comme je viens de le suggérer, j'essaierai d'argumenter que l'humain aux prises avec les LLM, notamment avec ChatGPT, véhiculant et produisant des stéréotypes, adopte notamment une attitude énonciative machinale au moment où le processus de stéréotypisation enclenché par les algorithmes opère mécaniquement. Pour affiner notre analyse, misons encore sur les nœuds définitionnels, en notant que le terme machinal, déjà présent chez Descartes, est ensuite largement répandu au XVIIIe siècle avec un sens proche de mécanique, de l'ordre de la machine. Fait son entrée dans la deuxième édition du dictionnaire de l'Académie en 1718. Au XVIIIe siècle, machinal et mécanique peuvent caractériser le non-humain. Ainsi, on lit dans la préface de nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz que l'être sentant ou pensant n'est pas une chose machinale comme une montre ou comme un moulin. L'organisme vivant se distingue de la machine artificielle. Dans le traité consacré à la différence entre mécanisme et organisme, Stahl, en 1708, argumente que l'organisme comme lien entre le corps et l'âme est humain, non mécanique, même si la machine, en tant qu'assemblage de parties articulées entre elles, constitue un organisme en puissance. Et je trouve cette idée d'organisme en puissance intéressante. Par exemple, l'horloge, quand elle marque les heures, est un organisme en puissance. Ce débat est intéressant, la notion d'organisme au XVIIIe siècle, jetant, selon moi, la base des réflexions contemporaines sur l'IA, considérée souvent comme un organisme vivant en mouvement, c'est-à-dire comme embodied. Je reviendrai sur ce point. Plus récemment, le machinal caractérise d'abord l'humain, comme l'atteste ces citations d'Alphonse Daudet. Il y a dans certains mots que nous employons ordinairement un ressort caché qui nous les ouvre jusqu'au fond. Puis le mot se replie, reprend sa forme banale
et rôle insignifiant, usé par l'habitude et le machinal. Stéréotype n'est pas nommé, mais l'on retrouve l'idée de l'habitude, de la répétition, de la récursivité, pouvant entraîner une dépression sémantique, une désémantisation, comme l'a également montré Juan Alonso ici même, qui entre dans la définition de la stéréotypie. Plus précisément, à la disposition dans l'espace, qui produit un effet non seulement de stabilisation, mais encore de solidification, comme l'atteste la première acception typographique du lexème stéréotype, je renvoie à l'exposé de Rossana ici même, s'ajoute ici l'inscription du comportement machinal dans une continuité qui est discrétisée, rythmée de manière plus ou moins régulière par des actes ponctuels, se reproduisant plus ou moins à l'identique, et donc volontiers taxé de banal, voire d'insignifiant. L'absence de volonté ou encore de conscience est hissée au rang de trait identificatoire. L'article machinal de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert l'énonce déjà clairement, ce que la machine exécute d'elle-même sans aucune participation de notre volonté. Et le TLF de citer Balzac, Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il était en ce moment. Non-savoir, oubli, absence d'attention, cécité perceptive, repli sur une instance qui n'est pas encore, qui n'est plus un soi, un moi, une instance soit en voie de constitution, en devenir, prise dans une égogenèse qui n'en est qu'à ses débuts, soit happée par un mouvement de régression vers une dilution, une absorption, je cite Balzac, dans la non-attention, une déconnexion avec le monde qui est démission du jeu. La négation même de la liberté, une égalisation de tous les instants, la soumission à une nécessité qui acte notre dépendance, comme le note déjà l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cependant, toutes ces femmes sont libres. Il ne faut pas confondre leurs actions quand elles se rendent à leurs amants avec leurs actions quand elles se secourent machinalement dans une chute. Le machinal est souvent ramené à de l'inné, de l'acquis, alors même qu'il est le résultat d'un apprentissage. L'entrée machinale dans l'encyclopédie est déjà explicite à ce sujet. À cela s'ajoute une certaine spontanéité alliée à une absence de contrôle, de surveillance. Ricoeur, dans Philosophie de la volonté, le volontaire et l'involontaire, est particulièrement explicite. Comment passer de ces automatismes surveillés aux actes machinaux qui partent tout seuls? Les faits qu'on peut réunir sous l'accolade du machinal ne sont pas aussi homogènes qu'on pourrait le croire. Il est alors remarquable que Ricoeur prévoit une gradation, les actes machinaux échappant à toute forme de surveillance, à un degré de conscience, de awareness au moins minimal. Ajoutons-y une distinction entre l'automaticité involontaire et volontaire en qualifiant de volontaire celle du pianiste. Le pianiste qui, à force, oui, je vous avais, voilà, qui, à force d'entraînement, développe une haute technicité. Au moment d'interpréter une partition, ses doigts peuvent courir sur le clavier comme si les doigts se dissociaient du corps, prenant leur indépendance. La maîtrise du geste la plus accomplie, à force d'apprentissage et d'entraînement, fait que les notes se suivent comme d'elles-mêmes, sans effort apparent, facilement, rapidement, vitesse accrue, avec une fluidité parfaite. Dira-t-on machinalement? En même temps, le pianiste exécutant un programme qui se déroule sans heurts, sous l'effet d'une détermination interne et externe, indépendance relative des doigts, des circonstances, surveille l'exécution. La technique atteste une grande dextérité, une habileté, un skill qui peut être assimilé à de la virtuosité, même si cette conception de la virtuosité est dénoncée par Ingold, ce dernier misant sur la capacité à improviser en fonction de la situation. Quand il n'improvise pas, le pianiste automate, automaticité volontaire, est pourvu d'une attention vigilante, selon les termes de Nathalie Desprats. La vigilance n'équivaut au moment du récital ni à un retrait, laisser aller, désistement, aliénation, ni à une planification et une gestion cognitive supérieure. L'exemple du pianiste sur le fond de la distinction entre l'automatisme involontaire versus volontaire, machinal versus surveillé, nous invite à déterminer tout à l'heure le type d'automatisme à la base des fonctionnements algorithmiques.
Ainsi, existe-t-il un contrôle interne? Et à nous demander si l'humain interagissant avec la machine productrice de stéréotypes est proche du pianiste qui exécute une partition tout en restant vigilant, automatisme surveillé, ou si, confronté à la stéréotypisation computationnelle, il démissionne provisoirement de ses fonctions de sujet d'énonciation et se laisse affecter par l'environnement computationnel. Automaticité machinale. Pour l'instant, notons des différenciations lexicales fines. Yves Citon, par exemple, parle de gestes machinisés. Ces gestes sont des mouvements, dit-il, qui apparaissent comme programmés par des machines avec ou dans lesquels ils opèrent. Ils sont de ce fait régulés, répétés, itératifs, comme dirait Latour. Une nuance supplémentaire introduite par Leroy-Gourhan permet d'affiner l'analyse. Les comportements automatiques, dit-il, tels que respirer, mâcher, marcher, se distinguent des comportements machinaux qui, selon lui, sont plus coordonnés, sans que pour autant une attention particulière soit exigée. Selon Leroy-Gourhan, il s'agit, je cite, de chaînes de gestes stéréotypés dont la répétition assure l'équilibre normal du sujet dans le milieu social et son propre confort psychique à l'intérieur du groupe. On notera qu'en vertu d'une ambivalence certaine, la répétition n'est pas liée ici à une dépression sémantique et à un phénomène de dilution du moi, comme je l'ai dit auparavant, mais qu'elle est considérée en vertu d'un revirement axiologique comme une source de confort, d'équilibre, celui-là même que peut procurer le recours à une formule figée, à un registre discursif collectif. Fort de son caractère stabilisé, répétable, facile à mémoriser, le stéréotype peut s'insérer parfaitement dans un processus, sans heurts, avec naturel, comme dirait Barthes, je reviendrai sur ce point, en convenant, c'est-à-dire en s'accordant sans effort, sans déborder, l'absence de résistance étant favorisée par des gestes à la fois, je cite Latour, assurés, routinisés, régulés, ajustés, que l'on ne sent pas plus, dit-il, qu'on ne ressent la présence du garagiste dans le ronronnement du moteur sous le capot. Rien n'accroche, tout coule de source, ce qui signifie la prévalence du lisse sur le strié. Passe-partout, confirmant des attentes, le stéréotype peut s'invisibiliser. Il est d'ailleurs intéressant que le lexème machin, qui mise sur l'imprécision lexicale, partage avec machinal les mêmes origines, comme le note Jean-Luc Martine en 2005. L'acte machinal le fait ainsi remonter au moment, j'appellerais peut-être initiatique, où une instance sort à peine de l'inhérence à elle-même, un contact plus immédiat, plus naturel, du moins en apparence, avant toute différenciation linguistique. Reste-t-il en deçà de l'habitude et de la routine, telle que thématisée par Jacques Fontany? Je renvoie à la structure tensive corrélant, selon Fontany 2011, les valences de l'intensité auto-adaptative et de l'étendue hétéro-adaptative. Celle-ci présuppose, selon moi, une dynamique sensible non seulement à des facteurs externes et internes, mais encore à la conscientisation et à l'attention. Paraît alors opportun de distinguer les deux types d'automatisme surveillé versus machinal, volontaire versus involontaire. Dans le cas de l'automatisme involontaire au primaire, sont concernés les réflexes. On songe à l'animal en l'absence de toute flexibilité méta, nous dit-on, et plus largement des mouvements de base quand ils sont non contrôlés, tels que manger ou marcher, selon Leroy-Gourhan. Tel passage de Merleau-Ponty sur le réflexe permet de préciser cette dernière notion, mais aussi de faire du réflexe une composante sous-jacente de la conscientisation et du jugement. Frédéric Bruneau, en 2009, souligne l'impossible réduction du comportement à l'exercice d'une conscience dont les réactions seraient déterminées par l'analyse faite des situations dans lesquelles l'organisme est situé. Ce serait, dit-il, ne pas rendre compte de toutes ces réactions qui ne sont pas le résultat d'un jugement ni d'une réflexion. Il s'ensuit, notait-il, que selon Merleau-Ponty, le comportement ne résulte jamais d'une pure conscience. Encore faut-il envisager une gradation, une transition, dans notre cas des automatismes machinaux aux automatismes surveillés. J'essayerai de montrer tout à l'heure que l'humain aux prises avec les algorithmes, impliqué dans la stéréotypisation computationnelle, expérimente différentes positions, voire oscille entre elles.
Je viserai notamment à vérifier l'hypothèse que l'humain est affecté par un fonctionnement algorithmique qui pointe vers lui. C'est cette idée que je propose de creuser maintenant en rendant compte des corrélats timiques du comportement verbal ou gestuel machinal. Bien que le mot prononcé machinalement soit conventionnel et porte le sceau d'expressions verbales antérieures en circulation, informées par la praxis énonciative collective, le machinal au départ du stéréotype paraît en effet se délester du bagage culturel au profit d'une immédiateté illusoire qui peut ouvrir sur le sensible, l'affect, sur l'impulsion, la pulsion pour reprendre les termes de Coquet. Une citation d'Aragon, crève-cœur, peut s'en faire l'écho. Ce n'est jamais pour rien quel air que l'on fredonne, dit machinalement des mots comme des charmes. Un jour vient où les mots se modèlent aux larmes. Peut-on établir un lien avec le juron, lui-même stéréotypé, qui est une parole qu'on laisse échapper sous la pression d'un sentiment brusque, selon Benveniste, 1974, en l'absence du jugement? L'instance énonciative est un non-sujet, selon Coquet. J'y vois un même lâcher-prise. Le juron se distinguant cependant de certains mots dits machinalement, en ce que ces derniers peuvent également manifester une dépression émotionnelle, l'excès du trop peu. Je renvoie à une citation du traité du caractère de Mounier. Je ne suis qu'une machine, ce n'est pas moi qui souffre et qui dort, je n'existe plus du tout, je suis mort. Le mot dit machinalement se tient ainsi sur le seuil, sur le point de se défaire en tant que signe, de n'être plus que signe indexical, affectant un corps, pointant vers une motion interne. Même si les mots prononcés machinalement sont hautement conventionnels, appris. Le ressentir primitif ressurgit, déchargé du poids des conventions langagières et plus largement culturelles, en renforçant l'idée d'une naturalité latente, déjà visée explicitement par le plaisir du texte, même si pour Barthes, la naturalité n'est qu'apparente. Le stéréotype, c'est le mot répété, hors de toute magie, de tout enthousiasme, comme s'il était naturel. Comme si par miracle, ce mot qui revient était à chaque fois adéquat pour des raisons différentes. Comme si imiter pouvait ne plus être senti comme une imitation. Mot sans gêne qui prétend à la consistance et ignore sa propre insistance. La facette machinale du comportement stéréotypé, soustraction de la volonté, de la conscience, de l'awareness, lui donne ainsi un ancrage dans le corporel. On peut d'ailleurs remonter vers le XVIIIe siècle à la tension entre les mécanismes purs et une approche plus vitaliste. Considérons un dernier point. Si l'instance prononçant des mots machinalement peut être la proie d'émotions la submergeant, est-elle confrontée à ce que Jean-Claude Coquet appelle un tiers, soit immanent, soit transcendant? La question a son importance puisqu'elle nous permettra à terme de réfléchir à la nature auto- ou hétérodirigée de la stéréotypisation computationnelle. Selon Martine, l'adjectif machinal renvoie à un principe vital animiste et aveugle, ou bien encore à des actions involontaires providentiellement adaptées à nos intérêts. Ces lignes suscitent deux observations. L'adaptation ou ajustement me paraît central. J'argumenterai tout à l'heure que l'humain impliqué dans le fonctionnement algorithmique s'ajuste à un environnement algorithmique qui l'affecte en retour. Ensuite, interprétons l'adverbe providentiellement dans le sens de cette instance tierce qui peut être immanente de l'ordre de la nature intérieure plutôt que d'une véritable intériorité qui fait, selon la piste, la nature, la différence entre le machinal et l'être sentant ou pensant. Il s'agit d'une force vitale qui nous entraîne vers l'hétéronomie, je cite Coquet. Le tiers immanent se distingue ainsi du tiers transcendant qui peut être Dieu, la raison, la science, la société. En l'occurrence, le comportement machinal échappe à toute construction ordonnatrice des formes sociales telles que le récit. Je passerai sur le résumé, je peux peut-être, attendez, vous l'afficher. Voilà, donc faute de temps. Et donc, pour vous dire que pour pouvoir argumenter à terme l'idée, premièrement, d'une configuration agentielle multiple, mouvante, au gré des relations qui se nouent, et deuxièmement, celle d'un humain, agent, acteur, expérimentant différents rôles énonciatifs,
Je vous propose maintenant de dégager les mécanismes à la base de la stéréotypisation algorithmique. Malgré les progrès actuels considérables qui augurent favorablement du développement des futurs modèles algorithmiques, l'automaticité semble toujours constituer un principe fondamental des IA. Rien de machinal, dirais-je, mais du mécanique. Dans le cas des modèles algorithmiques, l'automaticité réside, cela a été dit ici même, dans des déroulements encore largement privés d'une intention, sans compréhension consciente ni intervention humaine, au moment d'une exécution qui suit des règles mathématiquement apprises. L'automaticité ainsi comprise semble se résoudre dans une chaîne de transformation gouvernée par des lois probabilistes qui relient des symboles discrets à des vecteurs continus, puis à de nouveaux symboles. Une fois entraîné, le modèle n'adapte pas ses règles en temps réel, il applique une projection mathématique fixe. Le passage token-vecteur se fait par consultation d'une matrice de poids apprise, de matrice d'embedding, les poids étant le résultat d'un entraînement massif. L'automaticité pure est stochastique, le hasard étant paramétré et non créatif. Plus exactement, la créativité est souvent de l'ordre du facteur plutôt que celui du poyen, comme j'ai pu le dire ici même, je crois, l'année dernière. Donc, l'automaticité est ainsi attestée par une grammaticalité statistique sans interprétation au sens sémiotique du terme. Dans ce cas, aucune agentivité cognitive, mais des LLM qui n'anticipent pas ni ne proposent de représentation du monde selon moi. Qualifiera-t-on après d'autres l'automaticité de subsymbolique, le sens étant encodé implicitement dans des distances vectorielles? Je parle pour ma part d'un processus de virtualisation des contenus à travers la tokenisation et la vectorisation. Donc, j'ai introduit dans un article apparaître la notion de conversion. Ces configurations virtuelles étant ensuite actualisées jusqu'au moment de l'implémentation et de la visualisation sur un écran, translation computationnelle, et enfin réalisées au moment de l'interprétation des artefacts par l'humain qui élabore des représentations, construit des mondes signifiants au sens où l'entend de Fontanier et Coenias en 2018. D'ailleurs, pour les modes d'existence des contenus, je renvoie à Fontanier 2003. Nuançant ainsi le propos d'autres chercheurs, dont Enzo D'Arminio, Maria Giulia et Adrien de Liège, qui plaident pour une co-énonciation machinique en 2024, j'avance que seul l'humain énonce. La machine n'énonce pas. Elle manipule les signes sans comprendre ce qui est dit au sens sémiotique du terme, bien entendu, tout en contribuant à la sémiosis, alors que Niccolo Monti, en 2023, écrit dans The Unmeaning Machine que semiosis does not occur in machines. Essayons de dégager les étapes d'une séquence de stéréotypisation computationnelle. Je distinguerai 4 étapes. Une méta-stéréotypisation, des stéréotypes attachés au contenu de la base de données sont repris, reconduits, véhiculés sur le modèle des discours apportés qui ont une capacité de figement, mais aussi de transformation accrue en relation aussi avec la désautomatisation, les variantes stéréotypiques, les écarts, comme Pierluigi l'a brillamment montré. Ensuite, une surstéréotypisation, de nouveaux stéréotypes sont générés par déviation avec la base prototypique, qui donne lieu à une concentration stéréotypique intensive corrélée avec une distribution extensive. Celle-ci obéit à une logique de calcul des co-occurrences plus ou moins probable, au principe d'une connectivité, d'une variabilité en théorie indéfinie. Troisièmement, une phase de spectacularisation par monstration autonomique, le repli réflexif incombant cependant à l'humain. De la même façon, peut-on dire, le canal digérateur se met en scène et se trouve mis en scène par Vaucanson au XVIIIe siècle, ceci dans les foires ainsi que lors d'événements scientifiques. On notera une ambivalence, le mot prononcé machinalement, pouvant aussi, je l'ai dit, s'invisibiliser. Finalement, une phase de sélection et de stabilisation stéréotypique provisoire, grâce à la machine qui conduit certaines configurations virtuelles au stade de l'implémentation visualisation actualisante, et grâce à l'humain, interprétation de certains artefacts. Je vais revenir sur cette notion. La réussite d'un tel processus algorithmique dépend de 2 facteurs au moins. D'abord, la sélection collaborative des stéréotypes.
Ensuite, les modèles algorithmiques doivent posséder une organisation, comme l'affirment les réflexions contemporaines sur les IA embodied, c'est-à-dire incarnées, et volontiers conçues sur les modèles de la biologie évolutionnelle. Ainsi, les LLM partagent avec les cellules vivantes, par exemple, la capacité de s'adapter ou de s'ajuster à leur environnement, c'est-à-dire à la base de données, aux requêtes des utilisateurs, aux données contextuelles, telles que l'historique de la conversation, par exemple avec ChatGPT. Les algorithmes peuvent alors être considérés comme des organismes vivants, vivants au sens de vie artificielle, bien entendu. Plus particulièrement, cela suppose rendre compte de la nature des organisations rhizomatiques, soit homogènes, comme dans le cas de l'essaim ou de la ruche, selon Diderot. Je renvoie aussi au banc de poissons analysé comme une configuration par Jean-François Bourdon en 2016, soit hétérogènes, comme nous le verrons. Parmi toutes les propriétés des ensembles organisés, y compris algorithmiques, retenons celle-ci, l'organisation interne et externe, interne au sens où l'entend par exemple Heinz von Fürst en 2003, qui illustre ce principe, lorsqu'on les agite, des aimants s'assemblent spontanément en raison de leurs propriétés internes. Si le maintien du système procède d'une dynamique interne, il requiert néanmoins un apport d'énergie provenant de son environnement, ce que Junet, 2024, désigne comme des zones négantropiques. D'où la possibilité de reconfiguration et transformation sur le double effet, dans notre cas, de déformations internes, alimentées par les pressions exercées par un environnement computationnel distributif. Interrogeons-nous sur une possible autopoïésie artificielle, celle-ci ne devant pas favoriser la clôture d'un tout, mais au contraire négocier la possibilité d'échange avec l'environnement. L'autopoïèse, on le sait, caractérise des systèmes vivants et autonomes, dotés d'auto-maintenance, de clôtures opérationnelles, une frontière s'établissant entre eux-mêmes et leur environnement, justement, dirais-je, frontière à dépasser, ainsi que d'autodétermination, c'est-à-dire d'autosuffisance et d'auto-engendrement. On peut relever des convergences avec certains passages de Chaosmosis, où Félix Guattari observe que Francisco Varela réserve le qualificatif autopoétique au seul domaine biologique, excluant ainsi les machines techniques. Guattari distingue ensuite l'holopoïèse de l'autopoïèse et soutient que pour que l'autopoïèse ne caractérise pas des entités unitaires, individuellement constituées et refermées sur elles-mêmes, mais bien des organismes vivants, elle doit être comprise dans une perspective évolutive et comme relevant d'entités collectives engagées dans des relations avec des formes d'altérité. Dans ce contexte, Guattari conclut que si les machines techniques peuvent apparaître comme allopoétiques, c'est à travers, je le cite, des agencements machiniques qu'elles peuvent devenir, dit Guattari, autopoétiques. Le système artificiel présente une analogie avec le système autopoétique tel que défini par Varela, Maturana et Urbe en 1974. Cette idée trouve un appui dans cette définition de Maturana et Varela. Une machine autopoétique est une machine organisée. Les composants, par leurs interactions et transformations, régénèrent et réalisent continuellement le réseau de processus, relations qui les a produits. Et deuxièmement, constitue la machine comme une unité concrète dans l'espace au sein duquel ils existent. Toutefois, une lecture autopoétique des LLM appelle d'emblée des nuances. Selon Francesco Bianchini, toute véritable analogie avec les systèmes autopoétiques doit être écartée, ne serait-ce que parce que les réseaux neuronaux rencontrent des difficultés à expliciter les processus et les résultats qu'ils produisent. Plusieurs autres limites peuvent être mises en évidence, je ne m'attarderai pas. Par exemple, le fait que le réseau, je cite Erden et Faltings 2025, le réseau optimise exclusivement la nouvelle fonction cible sans pression pour maintenir les performances sur les tâches antérieures. Il en résulte alors une destruction des connaissances précédemment acquises que les mécanismes de stockage ne parviennent pas à résoudre. Ou encore, outre le fait que les systèmes d'IA actuels ne prennent pas de décisions orientées vers des fins propres, la surparamétrisation, la complexité interne peuvent affecter l'interprétabilité des structures à risque.
Les LLM ne définissent pas leur propre but, ne choisissent pas leurs objectifs d'apprentissage, ne reconfigurent pas de manière autonome leur architecture. L'autonomie est donc instrumentale, purement opérationnelle, et non l'autonomie autodirigée propre aux organismes autoprojetés. Dans ce contexte, la notion d'interaction caractéristique des systèmes complexes, avec les Domenico 2019 par exemple, devient très importante. Ne fût-ce que parce que la multiplication indéfinie des connexions et l'irréductibilité computationnelle, selon Hernandez-Orozco 2018, qui mettent en crise le principe de prévisibilité, soutiennent le processus de création. Le couplage dynamique et réciproque, notamment avec l'humain, qui intervient à travers des prompts de plus en plus affinés, le fine-tuning, constitue une double source de variation et de modulation incessante. Deuxième propriété des organisations, la simplicité versus la complexité. Je note simplement que les agencements modulaires constituent des configurations offrant une flexibilité accrue par rapport à un système compact et monolithique tel que les LLM, en permettant l'adaptation ou la reconfiguration indépendante de leurs composants. Troisième propriété, l'hétérodirection versus l'autodirection et le phénomène du contrôle. Pour autant, je ne m'étendrai pas sur l'artifice et la simulation d'une autonomie dans le cas, par exemple, du canard du gérateur qui, je cite l'encyclopédie, se meut de lui-même. Je renvoie aussi à l'exposé sur l'automate d'Igor Pelgreffi ici même. Se meut de lui-même, et l'encyclopédie ajoute, à condition d'être monté une fois. Hétérodirection donc. La tour requalifie l'automate en hétéromate. Cela ne suffit pas. Les LLM actualisent certains principes qui justifient leur analyse dans un cadre théorique élargi des systèmes. L'autorégulation par le contrôle, je renvoie notamment à l'architecture transformer, aux algorithmes de décodage, aux procédures de raisonnement, chain of thought, à la stabilité interne et maintenance, à l'efficacité orientée par l'optimisation, à l'agencement des composants, l'évolution itérative. Bien que les LLM ne se contrôlent pas eux-mêmes au sens biologique du terme, ils mettent en œuvre une forme d'autodirection strictement computationnelle et de contrôle interne et externe. L'essentiel, c'est que tous ces mécanismes, selon moi, restent instrumentaux. Ils appliquent des règles d'optimisation des objectifs définis extérieurement et non des finalités intrinsèques. Ainsi, l'autodirection des LLM ne relève ni d'une intention ni d'une homéostasie biologique, de contraintes internes issues de leur architecture paramétrique et de leur optimisation antérieure. Leur contrôle consiste dans l'application autonome, au sens technique du terme, de règles computationnelles qui gouvernent la production séquentielle sous contrainte probabiliste. Précisons maintenant les modalités de l'intervention de l'humain dans les processus algorithmiques. C'est mon troisième point. Je viens de suggérer que l'humain a la responsabilité de la réalisation de configurations virtualisées et actualisées par la machine. Globalement, cette réalisation clôt la séquence énonciative hybride en vertu d'une perspective interne sensible au devenir de l'humain acteur ou agent et sujet, à travers son interaction avec la machine. Un autre point de vue théorique est cependant possible. On pourra dire aussi qu'en raison d'une déhiscence, l'humain se hisse au rang de sujet assertant, commentant, évaluant a posteriori. La perspective est alors externe et conforte la thèse de la métadiscursivité énonciative, argumentée surtout par Greimas en 1974 et par Fontanier en 2003. Perspectives externes et internes sont, à mes yeux, complémentaires. Pénétrons maintenant dans le détail de la séquence énonciative stéréotypisante humain-machine. J'aimerais vérifier l'hypothèse que l'humain confronté à la stéréotypisation computationnelle adopte 4 rôles énonciatifs. Premièrement, l'humain acteur ou agent se met en retrait des missions provisoires de la position de sujet d'énonciation. Quand pris dans le réseau, il réagit à la circulation de stéréotypes, c'est-à-dire à l'environnement computationnel, et se trouve proprement affecté en retour. Automatisation involontaire, comportement machinal. Deuxièmement, il surveille la transmission-génération de stéréotypes, automatisme surveillé selon la distinction de Ricoeur.
Troisièmement, il intervient en guidant le processus de la stéréotypisation computationnelle à travers des prompts, du fine-tuning, etc. Enfin, quatrièmement, l'humain interprète se hisse au rang de sujet d'énonciation unifiée, perspective interne ou externe. Je reviendrai sur la notion d'unification tout à l'heure. Pour étayer ma proposition, je propose de partir de l'analyse sémiolinguistique de la réception du proverbe non computationnel, parfaitement stéréotypé, et plus largement du discours rapporté, le rapport ou la représentation du discours autre, pour utiliser les termes d'Autier Revue 2004, ayant un effet de figement stéréotypisant. Globalement, en raison du degré de figement du proverbe, sa réception consiste dans l'association d'un sens en bloc, grâce à un effort sémiosique non pas segmenté ou articulé, mais global. Le sens générique, largement présupposé, attendu, répétition, habitude, routine, est alors reconstruit, réassumé, repris en charge, discuté, réfuté, détourné, c'est-à-dire interprété dans une situation contingente. Cependant, avant même l'interprétation par le sujet d'énonciation, qui peut comprendre donc une simple prise en compte, une prise en charge encore hésitante, mais aussi une prise en charge véritable, voire une réfutation, la multiplicité d'énonciations antérieures, le plus souvent sans source énonciative attribuée, le fait démissionner de son statut de sujet et adopter une posture de retrait. Dans le cas du proverbe, la je-vérité se transforme en effet en on-vérité. Je renvoie à Berengoner, 82, Mingueno et Grésillon, 84. Souvent avec la production d'un effet de banalisation, voire de naturalisation, pour parler avec Barthes. D'où un désistement du sujet d'énonciation qui dit « je ». Il se trouve dépouillé d'une partie de son initiative devant ce que Greimas appelle un segment de la parole, je le cite, qui ne lui appartient pas en propre. Le locuteur du Greimas abandonne volontiers sa voix et en emprunte une autre. L'instance cédant certaines de ses prérogatives énonciatives démissionne en tant que sujet en s'assimilant à des voix plurielles collectives anonymes. On, voir ça, registre discursif collectif. On retrouve par ce biais le débrayage par projection dans des rôles discursifs propres à l'énonciation machinale. Deuxièmement, le proverbe est pris en charge au sens large de la prise en compte à la réfutation par un jeu retrouvé. Ainsi, soustrait à la discussion, le proverbe se présente d'abord comme une proforme qui s'impose à l'attention comme telle. Monstration autonomique, iconicité, le devenir image du proverbe. On pourrait parler de signature qui est considérée en bloc, comme j'ai essayé de le dire. Dans son évidence, avant d'être interprété sémiose aboutie, quand le jeu se proclame sujet d'énonciation plénier, en l'assumant, en la discutant, en la réfutant, en la reformulant, peut-être en la détournant. Dans la mesure où le sujet d'énonciation est alors traversé par des dits stéréotypés qui transitent de bouche en bouche, de texte d'accueil en texte d'accueil, la collectivisation et l'anonymisation des dires ont pour effet une hétérogénéité constitutive que Jacqueline Autier-Revue en 82 discute sur le fond des écrits non seulement de Bakhtin, mais encore de Freud et de Lacan. Elle est liée, écrit-elle, à un décentrement, le sujet étant, je la cite, divisé, clivé, sans être dédoublé. S'il n'y a pas de centre, ajoute-t-elle, il faut maintenir l'illusion d'un centre, car le sujet est fondamentalement un effet de langage, je la cite. Le sujet d'énonciation finit par s'imposer en donnant l'illusion d'une unité, construction discursive du jeu. Le stéréotype, non sans un paradoxe apparent, le soutient dans cette tâche. Le topos que je propose de rapprocher du stéréotype est ainsi qualifié par Jean-Claude Anscombre de garant. En cela, il est doté d'une certaine force persuasive. Je propose d'élargir cette idée de la destitution passagère du sujet d'énonciation confronté au proverbe et de son hétérogénéité constitutive aux interactions de l'humain et des modèles algorithmiques, maintenant des stéréotypes et en produisant de nouveaux. En l'aménageant, bien sûr. Dans ce dernier cas, en effet, l'humain est un acteur-agent dont le comportement machinal au contact du mécanique conduit à adopter différents rôles, positions énonciatives, comme j'ai essayé de le dire.
3 points méritent alors que nous nous y attendions davantage. Premièrement, en ce qui concerne l'entrejeu de l'humain et de la machine, la notion d'agencement en relation avec les désassemblages et les assemblages. Deuxièmement, en ce qui concerne l'instance énonciative, l'en-deçà de la relation sujet-objet et l'humain affecté. Et troisièmement, un élargissement de la notion d'hétérogénéité constitutive, caractéristique en dernier ressort d'un dispositif humain-machine constitutivement hybride. D'une part donc, le désassemblage des matériaux culturels et leur réassemblage s'opèrent à travers des combinaisons, des hybridations des unités dans des productions nouvelles. Ahistorique, aculturel, dit Eugénie dans un article apparaît dans Signata en 2026. Je parle d'agencement d'agents machiniques et humains variables au sein d'un réseau hétérogène de circulation qui font également évoluer les modèles algorithmiques sous l'effet à la fois de leur organisation interne et des pressions exercées par l'environnement computationnel, dont les interventions de l'acteur-agent humain. Entre autres, ce dernier réagit à l'environnement computationnel et s'ajuste. On peut en rendre compte à partir de cadres théoriques très différents. J'en retiendrai 2 ici. Celui de l'IA indexicale. Suivant partiellement Weatherby et Chasty 2022, je dirais que le signe symbolique entre en résonance avec non seulement le signe iconique, je renvoie à la monstration autonomique quand le stéréotype est donné à voir en bloc, mais encore avec le signe indexical. Le signe se mue alors en signal, pointé vers les agents multiples, donc aussi vers l'humain, qui réagit à l'environnement algorithmique. Pour la notion de signal, je renvoie aussi à Rastier 2025. Ensuite, deuxième cadre théorique que je retiendrai ici, mais je n'en parlerai pas vraiment, c'est celui de l'écologie anthropologique de Tim Ingold, qui rend compte l'entrejeu de disponibilité, des disponibilités et des adaptations en termes affordentiels. Donc, je ne développerai pas cette idée ici. Je signale juste en passant que le numéro en cours de la revue Interface numérique, sous la direction d'Audrey Mouta et de moi-même, sera consacré aux affordances computationnelles. D'autre part, pour rendre compte des interactions homme-machine, on peut suivre la Tour 2000. Tant que l'énonciateur humain agent n'a pas repris la main en interprétant les artefacts, soit en complétant la séquence énonciative, soit en s'hissant au niveau métadiscursif à la faveur d'une déhiscence, il reste en deçà de de la relation sujet-objet selon la tour. Je vais faire la machine qui me fait faire en retour, pourrait-on dire en paraphrasant la tour 2000. J'écris, j'espère que vous avez le texte, non, vous ne l'avez pas. Voilà, j'écris depuis quelques 35 ans des carnets dont je puis témoigner sans mentir qu'ils m'ont fabriqué. Qui écrit? Qui est fabriqué? On dira que la question ne se pose pas et que je suis donc fait par cela même que je fais, écrit par ce que j'écris. Le faire-faire garantit alors le dépassement de la dialectique du sujet et de l'objet. L'important, dit Latour, désormais, c'est l'attachement. Ce qu'il appelle le bon attachement, la liaison. Dire que l'humain expérimente des attachements et se trouve affecté corrélativique permet d'étayer davantage l'idée d'un comportement humain machinal. Je renvoie à ma première partie, on observait une régression ou absorption ou alors la projection par débrayage dans des rôles anonymes, collectifs, impersonnels, on voit ça. Enfin, la notion d'hétérogénéité constitutive peut être éclairée davantage, non seulement à travers la notion de distributivité, qui a souvent été commentée dans ce séminaire, mais encore à travers celle de individualité, pensée avec des nuances par Deleuze, mais aussi par Citon. Concevoir nos subjectivités qu'ont constitué de relations multiples et hétérogènes entre elles, auxquelles on fait violence en voulant les réduire à l'unité postulée indivisible de l'individu, je cite Citon. Les désassemblages-assemblages, désindividualisants, qui facilitent et activent la circulation dans un réseau, les échanges plus ou moins lisses, les réactions plus ou moins fluides au-delà d'entités cristallisées, sont soutenus, selon moi, par la stéréotypisation, l'individualité s'assortissant également de la condividuation, selon Michaela Hott en 2025.
Pour finir, je propose d'étendre la notion d'hétérogénéité constitutive issue de la linguistique analysant les stratégies de discours rapportés, notamment les modalités de production-réception du proverbe, au réseau algorithmique lui-même, aux acteurs qui y sont impliqués, donc aussi à l'humain interagissant avec la machine. Il s'agit d'une façon, selon moi, complémentaire de penser l'instance humaine native born cyborg, selon Paolucci, ou hybride, selon Massimo Leone et 2024. Concluons. J'ai essayé de montrer que la réflexion sur la stéréotypisation computationnelle permet de préciser les rôles que l'humain adopte au moment de son interaction avec les LLM, par exemple. J'ai voulu défendre l'idée que son profil énonciatif est assez stable, évolutif. Pendant la stéréotypisation computationnelle, il oscille entre l'automatisme involontaire, l'automatisme surveillé et l'intervention au moment du guidage à travers le prompting, le fine-tuning, la monstration, la sélection des stéréotypes. Enfin, j'ai avancé que le sujet de l'énonciation émerge comme sujet plénier en donnant l'illusion d'un jeu unifié retrouvé quand il interprète les stéréotypes conduits au stade de la réalisation, soit en clôturant la séquence énonciative, perspective interne, soit en commentant et évaluant a posteriori, perspective externe, déhiscence et passage à un niveau méta. Le jeu émerge en tant que sujet d'énonciation construit discursivement au sens où l'entend au tir-revue. Si l'instance d'énonciation humaine est foncièrement hétérogène, l'analyse de la stéréotypisation computationnelle le donne à voir avec plus de force encore. Elle a ensuite servi de révélateur d'un fonctionnement computationnel fondamental. Parlera-t-on de post-humanisme? Comme le souligne Johanna Jilinski en 2020, les IA contemporaines prennent la relève du silex et du feu, c'est-à-dire de l'outil qui entre depuis toujours dans la humanness de l'humain. Sur ces bases, j'appelle nouvel humanisme, en le distinguant du post-humanisme, un humanisme façonné par la constitution de l'humain à travers son interaction avec un autre, ici la machine. Cet humanisme est nouveau uniquement dans la mesure où il revêt aujourd'hui des formes inédites, tout en restant inscrit dans une tradition ancienne. En effet, l'intimité avec une instance computationnelle non humaine, peut-être une nouvelle espèce, a désormais atteint un seuil et une intensité historiquement inédite. Il ne suffit plus, comme suggérait Leroy-Gourhan en 1965, de décrire une exsudation, une externalisation de l'outil par un sujet humain pleinement constitué. Le devenir humain peut désormais être compris à travers les trajectoires des processus algorithmiques jusqu'au moment où l'énonciateur humain cherche à se réaffirmer comme sujet interprétant. D'autres déclinaisons théoriques sont évidemment possibles. On peut parler après Simondon d'individuation conjointe de l'humain et de l'objet technique dans un milieu associé, ou encore avec Stigler 2011, considérer la créativité comme un faire voir différemment, conçu comme un processus coordonnant les organes biologiques, l'œil, la main, les instruments techniques ou organes techniques, et une organisation sociale collective, c'est-à-dire une coévolution organologique, au profit souvent de la désautomatisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et j'aimerais poser une question à propos des marqueurs énonciatifs. Tu as parlé, quand tu as fait le travail, l'article de Gréma sur les proverbes, je me souviens qu'il disait qu'il n'y a pas seulement ce jeu, ce passage vers Léon qui parlait, mais il disait même une chose, c'est que quand on utilise des proverbes, quand on utilise des discours rapportés, il disait on change même de ton, justement, parce que c'est pas notre voix, la voix qui est non, c'est la voix de l'on, du on. Je me demandais s'il n'y aurait pas une sorte de ton stéréotypant, comme ça, qui, dans la machine. Et je me demande s'il n'y aurait pas à voir avec ce que toi tu disais, une sorte de position, de stéréotypie, qui serait marquée par une sorte, je ne sais pas comment elle se manifesterait, ce ton, par des degrés, par des positions différentes
de la machine face à le stéréotype qui serait marqué par ces sortes de tons qu'il entrevoit par rapport au stéréotype. Non, c'est vrai que si on prononce un proverbe, par exemple, effectivement, il y a un changement de ton qui s'effectue. Je crois que la voix baisse à ce moment-là. Hein. Parce que justement, on ne prend pas. Bon, ce qu'on prend en charge au tout début, c'est le fait qu'il y ait circulation d'un proverbe. Mais on ne prend pas en charge d'abord le contenu du proverbe. Ce n'est que par la suite que le sujet d'énonciation peut prendre le contenu du proverbe en charge. Donc, la notion de ton me semble très intéressante. De là à dire que la machine adopte des tons stéréotypisants, je ne sais pas. Oui, c'est une idée intéressante. Il faudrait. Mais il est sûr qu'il y a des gradations, hein, donc entre les stéréotypes. Il y a des stéréotypes qui sont totalement figés, il y en a qui ne sont pas totalement figés, etc., qui sont en devenir. Ça c'est vrai. Oui. Oui. Merci Marion. Alors, je voudrais t'interroger sur quelque chose sur lequel tu as passé très vite, à savoir l'IA indexical. Tu as dit vraiment rapidement quelque chose sur la composante, appelons-la comme ça, iconique. Tu as parlé justement de la stéréotypie et pour l'indexalité, tu as été rapidissime et tu as parlé de cette orientation vers les agents multiples. Alors, de manière générale, la composante de la tertiété, de la secondaité, de la priméité m'intéresse grandement. Alors, je te dis un peu comment je vois la chose moi et je voudrais me confronter avec toi sur cette question. Alors, bon, la composante symbolique, disons, un peu tranquille, c'est les mathématiques à la base des algorithmes. On est tranquille là. C'est plus compliqué avec l'iconique et l'indexical. Alors, bon, l'iconique, pour moi, c'est le fait que nous reconnaissons dans les objets qui nous sont offerts par la machine une justesse, une concevabilité. Par exemple, pour moi, c'est très important d'expliquer comment, par exemple, une image est bien composée. C'est-à-dire le fait qu'elle est qu'elle nous parle. Donc là, je le mets dans la composante iconicité, dans cette reconnaissabilité. Cette reconnaissabilité, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la composante lexicale, pour moi. Ce n'est pas seulement renvoyé vers des agents, on va se confronter sur ça, mais c'est le fait que l'indexical renvoie à toutes les contraintes de la machine, donc à tout ce qui, comment dire, fait que, oui, que la machine n'est pas libre, disons-le comme ça, mais construit ces degrés de possibles, justement, qui sont des variables, des variations très, comment dire, très fines, très réglées, très possibles, justement, mais possibles à cause des contraintes. Je voudrais savoir ce que tu en penses, tu as d'autres choses à ajouter, si par contre à me contredire. Je pense que c'est un point important, que malheureusement tu as traité en courant. C'est-à-dire, tu n'as pas de l'indexicalité. Les contraintes. Ah, les contraintes, tu les mets sous indexicalité. Absolument. D'accord, d'accord. Absolument. D'accord. Comme quelque chose qui fait, comment dire. L'IA lexicale signal pointé vers l'usager. C'est ça l'expression. Oui, moi je n'ai. Elle, vers des sujets multiples. Oui, voilà. Tandis que moi, l'indexicalité m'intéresse davantage par rapport à la production, à comment le système construit des contraintes. Mais je ne dis pas le C'est contraire. différent, oui. C'est différent. C'est différent, oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'effectivement, je ne dis pas le contraire, puisque donc, je ne suis pas entrée dans les détails techniques, peut-être, mais je conçois que le fonctionnement algorithmique, en raison même de ces contraintes, donc, pointe vers l'usager. C'est en cela que j'ai voulu parler d'indexicalité. Donc,
justement l'article que nous avons partagé de Weatherby, là je leur reproche de parler de l'indexicalité qui renvoie à une réalité d'après eux. Et à mon avis, la machine ne renvoie pas à la réalité. Donc c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec eux. Les contraintes de la machine, tout à fait, et à travers les contraintes de la machine, à travers le fonctionnement, donc il y a l'usager est pour ainsi dire happé, pris dans un mécanisme, etc. C'est ça que je voulais dire en fait. Bon, pour l'iconique, donc moi c'est tout simplement l'idée que le proverbe, justement, quand il circule, il est d'abord reçu, à mon avis, en bloc. C'est-à-dire, bon, comme une image, bon, je sais bien qu'on va dégager des régions dans une image, etc., bien entendu, mais j'ai pensé que, et puis c'est la notion de monstration autonomique aussi, selon Auti-Revue, qui m'a fait penser justement à une iconicité. Donc c'est comme si le proverbe, d'une certaine manière s'imposait en bloc comme une image. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, dans ce sens-là, on pourrait considérer le résultat automatique comme un symptôme de la machine. Et je pensais à des cas qui n'ont pas été évoqués, qui est, par exemple, celui de l'automatisme mental ou de gestes et comportements stéréotypiques, par exemple dans l'autisme ou dans d'autres comportements de ce type-là, qui sont toujours interprétés par rapport à l'entité nosographique. Mais sinon, on ne sait pas trop comment les interpréter. Donc, symptomatique du fonctionnement de la machine, ça rejoint l'idée que en fait, ce sont des contraintes techniques oui, tout à fait. Qui sont présentes. Tout à fait, tout à fait. J'ai voulu voir, en fait, dans la stéréotypisation, je pense que c'est à un niveau de surface, finalement, elle se passe à un niveau de surface qui permet d'éclairer des fonctionnements fondamentaux de la machine. Donc, d'une certaine manière, c'est effectivement symptomatique en ce sens-là. Luigi? Ah oui, une question un peu latérale peut-être, donc tu dois me pardonner, mais c'est sur la question un peu de la fin de ton exposé qui concerne l'humanisme, non? Cette idée de penser à la place d'un post-humanisme, une nouvelle forme d'humanisme. Et je n'ai pas bien compris si tu as une position, tu acceptes une position pour laquelle finalement l'IA fonctionne comme une prothèse, et donc il y aurait une sorte de continuité avec une généalogie, disons, de l'humanité instrumentée. Est-ce que c'est seulement une prothèse supplémentaire ou est-ce que cette relation sort un peu, dépasse, oui. on ne peut plus l'assimiler à l'instrumentation et donc ça c'est un peu la première question. Et une deuxième question, mais c'est seulement une petite suggestion sur la première partie, le machinal, entre les machinales et les mécaniques. Je crois que tu te rappelles, non, toute la culture des années 20, 30 en Europe, les balais mécaniques, les G, Oscar Schlemmer, et les balais, non, le ballet dans lesquels on arrive jusqu'à Cunningham, non, avec l'idée de montrer encore que de plus en plus fait des gestes qui semblent aller vers la machine, mais en réalité, la poétique de tout ça était pour construire une sorte d'abstraction, de penser en geste abstrait. C'est pas par hasard que le protagoniste du ballet mécanique de Oskar Schlemmer était nommé l'abstrait. Et donc, est-ce que une culture qui va vers la diagrammatologie, la possibilité d'extraire finalement de patterns là où il y a seulement la continuité d'un geste dans la vie, je veux dire, qui a non, ses courbes, sa continuité processuelle, le fait de pouvoir le discrétiser et de faire émerger une diagrammatique comme forme aussi de rationalisation de quelque chose qui est entre science et art. Est-ce que finalement on a un imaginaire
il s'est déjà préparé en quelque sorte à avoir une une sorte de reprise, de récupération presque de l'humain avec cette morphologie abstraite, sa capacité à penser une esthétisation par diagramme. Et c'est finalement la relation paradoxale avec la machine par rapport à cette généalogie. C'est pas par hasard qu'on a eu l'art abstrait et en même temps une gestualité qui cherchait d'aller vers l'automatisation comme vision de abstraction du geste. Et la machine, en revanche, pour la manière, sa construction, son fonctionnement actuel, semble aller au contraire à faire à tout prix des pas vers, comme tu dis, avec l'indexicalité, vers la continuité. La continuité, il n'y a plus de rupture, la continuité interactionnelle, la continuité de l'image, l'hyperfigurativité, on obtient toujours des images très riches sur le plan figuratif, comme si la machine avait, dans sa programmation, peut-être dans son fine-tuning, etc., serait obligée de rejoindre à tout prix quelque chose qui dépasse l'ossature, l'armature structurelle. Voilà, donc voilà, une double suggestion. Très intéressant, merci, merci beaucoup. Peut-être qu'effectivement, bon, je pense qu'il s'agit d'une manifestation inédite que je ne qualifierais pas de protothétique. Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une prothèse. Hein. Donc, il y a une évolution forcément à partir du silex, à partir du feu, etc. Hein, donc, je ne dis pas que c'est la même chose. Mais je dis simplement qu'il y a de plus en plus, on va vers ce que j'appelle, tu diras peut-être que le terme est trop anthropomorphisme centré, mais vers une interaction avec la machine, alors qu'on n'interagissait pas probablement avec le feu. Hein. Donc, effectivement, il y a différentes formes, différentes manifestations d'un rapport, ce que j'appelle tout simplement un rapport entre l'humain et un tool. Voilà, donc c'est le mot utilisé par Zielinska, donc un tool, voilà, qui peut prendre la forme aujourd'hui d'une machine. Mais à chaque fois, il s'agit d'une nouvelle configuration, il s'agit d'un nouveau couplage entre l'humain et la machine, évidemment. Non, mais j'ai parlé justement, mais le terme post-humanisme me dérange un tout petit peu parce que j'ai toujours l'impression que cela sous-entend une supériorité de l'humain dont on veut se débarrasser, etc. Hein, supériorité de l'humain sur d'autres espèces, etc. Et il me semble que l'idée d'un nouvel humanisme, malgré tout, inscrit nos expériences actuelles dans une continuité. Donc, ce qui rejoint la deuxième question, c'est très intéressant, effectivement. Tu as tout à fait raison. Donc, on va de plus en plus dans le sens, je pense, d'une IA embodied, incarnée, hein, tout à fait. Donc, conçue sur les modèles de la biologie évolutionnaire, etc. Hein. Et moi-même, j'ai essayé effectivement de montrer que, d'après les exemples que j'ai donnés, que le machinal est ancré dans le corporel. Hein. Ta suggestion de concevoir aussi une abstraction, une esthétique que tu as appelée diagrammatique, etc., me semble très, très intéressant dans ce sens. Mais peut-être qu'on bascule dans ce cas-là vers l'art, justement. Hein, c'est peut-être une question de domaine. Juste un détail, il faut vraiment savoir comment on emploie diagrammatique, parce que moi je l'emploie à l'envers de la manière dont tu l'emploies, et donc le diagrammatique serait au contraire du côté de la continuité, du geste, etc., et pas du tout du côté du discret et du schématique. Donc juste ce petit point pour sauver le diagramme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde en ligne. Oui. Il n'y a plus personne en ligne. Non. Pas de questions. Non, mais c'est bien. Très bien, merci beaucoup Marion.
On se revoit dans 15 jours avec Jean-François Bourdron et Jeanne Marlot, qui prendra la place. la place de Denis Bertrand. Merci à tout le Au revoir, monde. merci. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Bonne soirée.